BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. Face à face, oui, comme tous les jours dans Intégral Placement, avec aujourd'hui Ronan Blanc et Charles Sana. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Ronan Blanc, gérant obligataire chez Quilvest Gestion, et Charles Sana, tout nouveau dans Intégral Placement. On est ravis de vous accueillir. Charles, directeur des études économiques d'Ocoffre.com. On a un CAC 40 quand même mal en point. Un CAC en hausse, ok, aujourd'hui de 0,6%, mais quelle dégringolade. Hier, moins 2,8%, après les propos de Mario Draghi. Charles, les marchés ont raison d'être déçus par les annonces ou les non-annonces plutôt hier de la BCE, le fait que la BCE n'a pas annoncé de mesures supplémentaires alors que l'économie européenne poursuit son ralentissement. Ils ont raison dans la mesure où, si vous voulez, nous avons été portés depuis 3 ans par les propos initiaux de Mario Draghi. Si on fait un petit retour en arrière, faisons appel à notre mémoire, 2011, crise paroxystique, confiance plus que défaillante dans l'avenir même de la monnaie unique, de la zone euro. Mario Draghi prend la parole et dit je ferai tout ce qu'il faut et croyez-moi ce sera assez. Et donc à partir de ce moment-là, en utilisant le pouvoir des mots, Mario Draghi met fin à ce moment de panique qui aurait pu être gravissime pour l'avenir de la monnaie unique. Aujourd'hui, on a fait un tour complet, on revient à la case départ et il a dit je peux plus faire grand-chose et croyez-moi ça risque d'être insuffisant. Donc c'est un petit peu ce grand rond qui a été fait, ce grand retour en arrière, c'est ça qui inquiète les marchés, et à juste titre. Problème de croissance en Europe, problème fondamental de croissance en Europe, problème de déficit de très nombreux États, problème fondamental d'endettement de très nombreux États. Si on se retrouve aujourd'hui avec une banque centrale complètement tétanisée et sans moyens d'action, effectivement, on s'achemine assez logiquement vers de nouveaux moments de crise paroxystique. Dernière petite chose que je souhaitais ajouter, les propos de Mario Draghi ne sont pas un hasard. Reportons-nous au calendrier futur. Le 14 octobre prochain, donc c'est dans 11 jours, Mario Draghi va aller plancher devant la Cour de justice de l'Union européenne suite à la contestation qui a été faite en Allemagne devant la Cour constitutionnelle allemande, notamment par un groupe d'économistes allemands opposé à l'éventuelle création monétaire qui serait effectuée par Mario Draghi dans le cadre d'un programme qui s'appelait OMT et qui avait justement ramené beaucoup de calme sur les marchés. La Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe a transmis le dossier à la Cour de justice de l'Union européenne avec un avis extrêmement négatif sur ce que la BCE souhaitait pouvoir mettre en place, et Mario Draghi va aller devant cette Cour de justice de l'Union européenne qui est complètement piégée, qui n'a aucune bonne réponse à apporter, parce que si elle apporte une réponse de droit, ça va être compliqué. Elle dira non ? Elle peut pas dire non. Elle peut pas dire non. Si elle dit non, elle va fracasser la crédibilité de la Banque Centrale Européenne. Donc elle dira pas non. Donc il n'y a rien à craindre de la Cour européenne de justice pour Mario Draghi dans ce cas ? À ceci près qu'une fois que la Cour de justice de l'Union européenne se sera prononcée, le dernier mot reviendra à la Cour constitutionnelle allemande qui, elle, pourra interdire à la Bundesbank, donc qui est la banque centrale allemande, de participer au programme qui serait mis en place par la BCE, ce qui reviendrait de facto à créer une crise monumentale. Et c'est pour ça aussi, c'est comme ça aussi qu'on peut expliquer cette prudence hier de Mario Draghi, cette volonté de ne surtout pas annoncer de nouvelles mesures pour ne pas mettre d'huile sur le feu. C'est aussi votre explication, votre interprétation de cet immobilisme hier de la Banque Centrale Européenne, Ronan Blanc? On trouve pas. On trouve que la réaction des marchés a plutôt été excessive. La BCE continue de dérouler. C'est une des rares institutions européennes à être réellement crédible et à pouvoir maintenir la pression sur les gouvernements. On parlait d'historique. Souvenez-vous, à l'été 2011, quand Trichet a commencé à acheter de la dette italienne, après avoir reçu un engagement écrit du gouvernement Berlusconi qu'ils allaient mettre un train de réforme, il n'a pas fallu 5 jours pour qu'ils reviennent point après point sur ces réformes. Donc le marché avait trop d'attentes, notamment au niveau des achats de dettes souveraines. On sait, et ça
c'est un scénario qu'on a depuis longtemps, que la BCE n'en achètera que s'ils sont vraiment au bord du précipice. Donc en ce sens, il y a un bon nombre de maisons qui ont été déçues. Mais globalement, ils gardent le cap avec... Enfin, il explique aussi que la BCE n'est plus sûre de pouvoir atteindre ses propres objectifs, notamment en matière de gonflement du bilan. On avait parlé d'un gonflement du bilan de la BCE de 1000 milliards. Maintenant, Mario Draghi dit, bon, c'est un objectif, on n'est plus sûr de l'atteindre. Il y a la taille et ce qu'on en fait. Acheter 1000 milliards de dettes souveraines, ça sert strictement à rien, au risque de voir les cibles de 3% de déficit français non plus être en 2017, mais en 2037. L'idée aujourd'hui, c'est de restaurer et rééquilibrer les anticipations de l'inflation, et d'accompagner les banques dans leur mouvement de désendettement. Au mois de novembre, on a les résultats des stress tests. Il y a certainement un nombre de banques italiennes et espagnoles qui risquent de ne pas les passer, et donc on va leur permettre de passer ce cap un petit peu difficile en se délaissant de certains risques à moindre coût. Et la BCE est là pour se mettre en face. Donc effectivement, il y a une problématique de taille, mais il y a aussi les achats d'actifs de l'autre. Et si on cible les bons actifs, il y a une possibilité quand même de restaurer en grande partie la confiance qui manque cruellement aujourd'hui en zone euro. Donc, les mesures annoncées jusqu'ici seront suffisantes, même si l'inflation ralentit encore, même si les indices PMI ce matin ont encore été révisés à la baisse. Les mesures annoncées en juin, pour une situation qu'on découvrait, en tout cas à laquelle on devait s'adapter au mois de juin, sont encore suffisantes aujourd'hui avec une situation qui continue de se dégrader. Alors, la situation se dégrade, ça c'est un fait. Et la bonne nouvelle hier, c'est que les Allemands se sont ralliés à l'ensemble. Souvenez-vous, le mois dernier, Weinmann avait plutôt voté contre le plan d'achat d'ABS. Donc ça, la première bonne nouvelle, c'est que le camp allemand s'est rallié au plus grand nombre. Draghi n'a pas fermé la porte à plus. Il y a la possibilité, si besoin, éventuellement d'acheter des emprunts d'entreprise sur le marché si ça ne suffit pas. Mais ils vont attendre d'avoir les résultats de leur prochaine opération LTRO ciblée au mois de décembre avant de nouveau agir. Oui. C'est une bonne gestion du timing en fait, c'est ce que vous êtes en train de nous expliquer. Il n'y avait pas urgence à faire de grosses annonces hier, ce sera peut-être pour plus tard, Charles. C'est vrai qu'il n'a pas fermé la porte à un QI par exemple. Non, mais c'est évident. Bon, moi, je reste persuadé qu'il est coincé par l'agenda et par le calendrier et par cette histoire de Cour de justice européenne qui veut effectivement pas mettre d'huile sur le feu et qu'il était important de temporiser. Est-ce que les Allemands laisseront le champ libre à la Banque Centrale Européenne et à Mario Draghi? C'est encore une autre question et ça s'appréciera effectivement dans le temps. Simplement, je crois que Mario Draghi a dit quelque chose aussi de très important. En substance, la politique monétaire ne peut pas tout. Il faut des politiques de réforme structurelles pour relancer l'investissement, relancer la croissance, etc. etc. On constate très clairement qu'aujourd'hui, une politique de réforme structurelle, c'est fondamentalement une politique d'austérité. Une politique d'austérité menée dans un cadre qui est plutôt déflationniste, voire de manière très importante déflationniste dans certains pays de la zone euro, on voit bien ce que ça a donné avec l'exemple grec. Donc on rentre dans un cercle vicieux, on détruit du PIB. En détruisant du PIB, en réalité, on dégrade le rapport dette sur PIB et donc on fait augmenter l'endettement, baisser les rentrées fiscales, baisser la croissance, etc. etc. Donc aujourd'hui, la bonne question, la vraie question à se poser, c'est peut-il y avoir de la croissance telle que nous l'avons connue ces 50 dernières années? Et la réponse macroéconomique fondamentale est aujourd'hui non. La structure économique, la structure même de croissance du PIB a considérablement évolué et nous n'aurons plus de croissance économique telle que nous l'avons connue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'avenir, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de futur. Simplement que ça veut dire que tout ça change. Or, il va falloir trouver de nouveaux modes de répartition de la valeur ajoutée, puisque le gros problème, c'est la répartition de la création. Vous avez une ou deux pistes, Charles Sana, justement, pour faire avancer le débat, nous permettre justement de comprendre ce que sera l'avenir de l'économie en Europe pour les économies dites aujourd'hui développées. Comment continuer de bâtir une croissance? Je crois que déjà, il faut comprendre pourquoi on ne peut plus avoir de croissance telle qu'on l'avait. Le plus rapidement possible, on peut définir ça avec
plusieurs éléments de problème. Le premier, mondialisation, délocalisation. Donc on transfère de l'activité de chez nous à là-bas. Peu importe que ce soit bien ou mal, il n'y a pas de notion de jugement, c'est simplement des constatations factuelles. Deuxième élément, on va se retrouver avec robotisation, informatisation. Donc ça détruit de l'emploi. Or, c'est par l'emploi que l'on justement répartit la création de valeur et donc la richesse et qu'on fait et qu'on crée des consommateurs solvables. Le troisième élément, c'est un élément purement intellectuel de croissance infinie dans un monde fini. Et donc, on voit la raréfaction de certaines matières premières, de certaines ressources, etc., etc. Alors, les pistes pour sortir de ça. Alors, vous pouvez rajouter un quatrième élément qui est l'élément démographique, vieillissement de la population, partout en Occident, et y compris en Chine aujourd'hui, fin de l'enfant unique, etc., etc. Donc, tout ça, c'est intrinsèquement déflationniste. Rajouter un cinquième élément, et on aura fait le tour, le capitalisme est par essence déflationniste, pour une simple et bonne raison. La mise en concurrence. Il vise toujours à faire mieux avec moins. Donc après, c'est les pistes pour sortir de là, et il y a notamment la croissance verte, le développement durable, de nouveaux paradigmes. Certains envisagent ou parlent de nouvelles manières pour répartir la valeur ajoutée et la création de richesse. Alors compte tenu de tout ce qu'on est en train de dire, on va loin quand on parle des propos de Mario Draghi. On anticipe beaucoup de choses sur l'avenir, la pérennité des économies européennes et américaines. Quand on mélange tout ça, Ronan Blanc, et qu'on agite pour faire une gestion, pour élaborer, construire une gestion sur les marchés, comment est-ce qu'on s'adapte aujourd'hui? Quels sont les grands arbitrages à réaliser? Est-ce qu'on privilégie toujours le marché action comparé au marché obligataire? Est-ce qu'on revient un peu plus sur les obligations? Comment vous arbitrez en ce moment chez Quilvest Gestion? Alors, aujourd'hui, il y a clairement une prime aux actifs les plus liquides, dont font partie notamment les actions. On avait identifié au début de l'été un marché obligataire, notamment sur la partie crédit, qui commençait à avoir trop de flux de nouvelles émissions de moindre qualité et surtout des investisseurs qui avaient tendance à abaisser la qualité moyenne de leur portefeuille pour aller chasser et chercher toujours plus de rendement. Donc on revient un petit peu de cette thématique avec pas mal d'accidents sur ce compartiment-là. Donc il faut à tout prix faire du tri. Nous aujourd'hui sur la partie obligataire, notre cœur d'investissement va plutôt sur le haut de la fourchette du rating du haut rendement, donc ce qu'on appelle familièrement le 2B, au détriment du simple B, où on a des entreprises avec des niveaux de leverage qui sont parfois trop élevés et surtout une visibilité qui est beaucoup moins forte sur le cycle européen. Ce que vous nous dites est intéressant parce que ça montre qu'on ne veut plus acheter n'importe quel risque, on redevient un petit peu sensible au risque, averse au risque sur les marchés. C'est ce que vous êtes en train de nous dire en nous disant que le super high yield, bon, on évite, on allège un petit peu. On parlait tout à l'heure d'un marché unidirectionnel depuis 3 ans. C'est vrai qu'on a eu depuis 3 ans avec le put Draghi à l'été, notamment en 2012, un rallye quasiment sur toutes les classes d'actifs risqués, et finalement une corrélation de toutes ces classes d'actifs. Depuis ces derniers mois, on a la montée du risque spécifique avec, on le disait, on a eu la saga Banco Espirito Santo cette année, plus récemment les Phone for You, un opérateur télécom au UK qui a fait faillite alors que tout semblait aller bien. Donc les gens sont un petit peu réveillés sur ce risque-là et sont obligés de le prendre en considération dans leur allocation, notamment sur la partie crédit qui a eu des performances pharaoniques ces dernières années. Et si on s'intéresse aux actions, plutôt l'Europe ou plutôt Wall Street? Wall Street où on s'attend d'ailleurs à une possible hausse des taux d'ici même pas un an, d'ici 8 mois. Oui, mais c'est aussi à voir comme une bonne nouvelle, parce que ça veut dire aussi que les choses vont mieux là-bas. Ça va aussi dépendre de la parité euro-dollar. C'est une vraie volonté aussi affichée de Mario Draghi de peser sur cette parité, mais il ne faut pas oublier que les banquiers centraux se parlent entre eux. Si ça va trop vite, et ça explique peut-être la temporisation hier, on risque de voir la Fed décider de décaler un petit peu dans le temps son calendrier de hausse de taux, ce dont véritablement on n'a pas envie. Donc plutôt priorité aux actions européennes avec... faut pas l'oublier, quelques foyers de croissance quand même. On espère simplement une reprise avec des taux réels qui sont bas, un euro qui baisse et surtout un pétrole qui a baissé. Donc ça, c'est un prémisse à une petite reprise l'année prochaine. Bon. C'est vrai qu'il ne faut pas bouder cette baisse des cours du pétrole qui sera favorable sans doute aussi aux entreprises. Si elle dure, c'est toujours le même problème. Il faut que les mouvements s'inscrivent dans la durée. Les cours du pétrole qui reculent encore. On est à 92 en ce moment sur le Brent. Merci messieurs. C'était le face à face entre Charles Sana au coffre et Ronan Blanc de Quilvest Gestion.